Hello et bienvenue dans ce premier épisode de l'été, dans le podcast des profs heureux. L'été, c'est un moment particulier pour les enseignants puisqu'on n'a plus les élèves. C'est un temps à la fois pour se ressourcer et aussi pour préparer l'année. Chez nous, les profs heureux ERE, c'est un moment un peu intense, surtout pour moi et toute l'équipe de MCO qui accompagne les professeurs de l'académie à mettre en place la classe adaptative à la rentrée. Donc mon été est certainement moins ressourçant que quand j'étais enseignante. Mais en même temps, j'ai pas de classe à la rentrée, donc j'offre avec plaisir cet été aux enseignants que j'accompagne et à tous les élèves sur lesquels ça va ressurgir. Du coup, podcast de l'été, donc un moment un peu intense pour nous, même si j'essaye de faire des pauses dans l'été pour moi aussi me ressourcer. Et l'été, je suis en mobilité. Vous voyez, si vous avez l'image, vous voyez que je ne suis pas chez moi. Et si vous avez que le son, sachez que je ne suis pas chez moi. Et je profite donc de cet épisode où je suis pas chez moi pour lancer officiellement la série de l'été sur la pensée systémique et le changement à l'échelle d'un établissement. What, Marie-Camille, qu'est-ce que tu nous racontes, etc. Eh ben, justement, on va en parler tout l'été. De qu'est-ce que c'est que la pensée systémique. L'idée, c'est de voir les systèmes, on en a déjà pas mal parlé sur YouTube, etc. C'est quelque chose qui est important pour moi, c'est les systèmes complexes et la pensée complexe. Quand les sociétés humaines, quelle que soit leur taille, sont c'est des systèmes complexes où ce qui est important, c'est beaucoup moins. On peut pas regarder chaque individu individuellement et en déduire les comportements globaux. C'est important de prendre aussi en compte les interactions entre les éléments du système, donc les interactions entre les humains qui font ce système-là. Et une fois qu'on a fait ça, qui semble assez évident, en fait, il y a tout un pan de pensée qui s'ouvre, qui s'appelle la pensée systémique. Donc, ce que je vous propose cet été, c'est d'appliquer cette notion de système complexe et de pensée systémique à l'échelle de l'établissement. Non pas de sa classe, c'est ce qu'on fait tout le reste de l'année, mais à l'échelle de l'établissement pour que vous ayez des idées un petit peu de ce qu'on peut faire à l'échelle de l'établissement. Si vous êtes chef d'établissement ou adjoint, pour vous donner vraiment les pistes, les leviers sur lesquels vous pouvez appuyer pour aller vraiment changer les choses concrètement dans votre établissement. Il y aura deux types d'épisodes. Des épisodes un peu conceptuels où je vais justement parler d'un concept qui vient de la pensée systémique et comment l'appliquer à l'école, et des épisodes très très concrets comme celui d'aujourd'hui où je vais vous donner des exemples de choses que j'ai fait dans des établissements. J'ai vu 2 établissements cette année, j'ai fait des formations en présentiel dans quelques établissements et j'en ai fait 2 cette année, et du coup je vais un petit peu vous dire ce qui s'est passé dans ces établissements, et on verra comment appliquer la pensée systémique à ce qui s'est passé dans ces établissements. Donc, je vais commencer tout de suite par vous raconter ce qu'on peut faire à l'échelle d'un établissement et vous raconter ce à quoi on a réfléchi et que peut-être l'équipe du collège où je suis allée va mettre en place. Donc, c'est un collège toulousain, petite équipe, une quarantaine d'enseignants qui ont vraiment envie de faire changer les choses et qui donc m'ont demandé de venir dans leur établissement où j'ai fait une petite... Après, une intervention assez théorique sur les neurosciences cognitives, comment est-ce que le cerveau de l'élève apprend, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de l'élève plutôt quand il apprend. On est parti sur la partie qui me semble la plus intéressante. Moi, je commence toujours mes accompagnements en formation à l'échelle d'un système, donc à l'échelle d'un établissement, par un recueil de ce qu'on appelle les irritants professionnels, c'est-à-dire les choses qui font que les agents du système, donc typiquement ici les enseignants, ne sont pas complètement épanouis ou ça leur pose des problèmes. Donc, idéalement, ça se fait avec tous les acteurs du système, donc profs, élèves, parents, direction, etc. Là, j'avais que les enseignants, mais on peut déjà faire pas mal de choses avec les enseignants. Donc, on recueille tous les irritants professionnels, et ce qu'on voit souvent, et c'est ça la magie de la pensée systémique, c'est que souvent, il y a une, voire 2 causes profondes qui sont en fait la cause de de beaucoup des irritants professionnels qu'on voit. Et qu'en fait, en changeant du coup 1 ou 2 choses sur ces racines profondes, on peut changer beaucoup de choses. Donc là, avec l'équipe, on a identifié pas mal d'irritants professionnels, il y en a tout un paquet, mais les 2 causes centrales qu'on a vues, et ce qui est intéressant, c'est que c'est un petit peu toujours les mêmes, quels que soient les établissements, enfin ça tourne toujours un peu autour des mêmes thèmes. La première, c'était autour de l'enseignement simultané et tous les problèmes qui sont liés au fait d'être en enseignement simultané. Ça, je leur ai dit que tout ce qui est différenciation, manque de temps, chronophage, etc.,
Je leur ai dit que c'est une piste, mais qu'on n'allait pas pouvoir l'explorer parce que je n'avais qu'une seule journée avec eux et que sortir de l'enseignement simultané, ça demande beaucoup, beaucoup plus qu'une journée. Donc, on est parti sur l'autre problème qu'ils avaient, c'est-à-dire des problèmes de friction et de tension avec les parents. Et donc, on a parlé un petit peu de ce qui se passait avec les parents, du changement de posture, etc. Mais ça, c'est pas forcément ce dont je vais vous parler ici. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui va avoir lieu avec les parents, on a toutes les tensions de l'école, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se cristallisent au niveau des devoirs. Et donc, on a parlé de changement de posture, de comment est-ce que on rentre en coopération avec les parents plutôt que d'essayer de montrer que c'est nous les gagnants ou eux les gagnants. D'accord? Si on est dans une situation où il y a un gagnant et un perdant, en fait, on va tous perdre. Soit nous, on est gagnant, du coup, le parent se sent perdant, du coup, il va se venger plus tard et en fait, ça crée des problèmes plus tard. Soit nous, on se sent perdant, auquel cas, ça pose des problèmes à nous, puisqu'on n'a pas envie de se sentir perdant devant le parent. Et en plus, ça peut aussi poser des problèmes aux parents plus tard, parce que s'il sait qu'il peut gagner, en tout cas se sentir gagnant vers les enseignants, il va continuer à avoir cette dynamique-là. Donc, la relation gagnant-perdant est toujours une impasse, que ce soit avec les élèves ou avec les parents. Donc là, on a vu qu'avec les parents, c'était une impasse. Bon. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, exactement la même chose qu'avec les élèves. On va rentrer dans une relation de coopération où le but, c'est pas d'être l'un contre l'autre, mais ensemble contre un problème commun. Souvent, le problème commun avec les parents, c'est facile, c'est les difficultés de l'élève, c'est les choses qu'il n'arrive pas à faire, etc. Et souvent, les parents arrivent avec une tentative de solution. Par exemple, je veux qu'il ait un PAI. Et plutôt que de dire non, votre solution n'est pas la bonne, etc. Voilà, parce que ça me donne du boulot, de dire j'entends. Votre enfant a des difficultés et qu'est-ce qu'on peut faire? Vous et nous, ensemble, contre ce problème, d'accord? Toujours se mettre du côté du parent. Et on voit très bien dans des jeux de rôle ou dans des choses comme ça que ça change complètement le rapport aux parents et qu'en tout cas, on a un indice qui fait montrer qu'on est dans cette relation gagnant-perdant où il y en a un qui est au-dessus, un qui est en dessous et en fait on joue à ce petit jeu de théâtre pour savoir qui est au-dessus, qui est en dessous. C'est si vous avez envie de montrer aux profs que c'est vous l'expert, aux parents que c'est vous l'expert, si vous sentez que vous avez besoin de vous justifier, que vous avez besoin de justifier vos choix, ça c'est un petit warning, attention, si j'éprouve le besoin de me justifier, c'est que je veux remonter au-dessus dans ce jeu de hiérarchie. En fait, quand on est dans une relation ensemble contre le problème, il n'y a pas besoin de se justifier. Une fois qu'on a dit ça, on a vu ensuite qu'il y avait beaucoup de choses qui se cristallisaient autour des devoirs. Notamment, moi, je suis persuadée que aujourd'hui, ce qui empêche beaucoup nos élèves d'apprendre et de progresser, c'est qu'ils n'étudient pas à la maison et qu'ils ne savent pas étudier à la maison. Et que du coup, on fait tous semblant de donner des devoirs en sachant qu'ils les font pas. Ils disent c'est dommage, ils ne les font pas. Et que, en fait, personne ne prend vraiment à bras le corps ce problème du manque de travail des élèves qui n'étudient pas. Alors, autant c'est pas forcément très grave jusqu'à la fin du collège. Parce que ce qu'on voit au niveau, en tout cas, moi, ce que j'ai vu au niveau des enquêtes au moment des études internationales, au moment où j'ai fait ma bibliographie, c'est qu'il n'y a pas de lien direct entre le niveau des élèves et le temps d'études à la maison jusqu'à environ 13-14 ans, donc jusqu'à la fin du collège. En revanche, il y a une corrélation très nette au lycée et très nette post-bac. C'est-à-dire que pour moi, le collège, et là on va vraiment être sur le collège parce que j'étais dans un collège, c'est le lieu où on doit apprendre aux élèves à étudier à la maison. D'accord? En primaire, il n'y a pas de devoir, juste on fait lire les élèves, on fait lire les enfants, on leur fait raconter leur journée. Et au collège, le but, c'est de leur apprendre à étudier. Et au lycée, ils savent étudier et le but, c'est d'utiliser les devoirs pour qu'ils puissent progresser. Mais ça, c'est le premier shift. C'est important de voir qu'au collège, le but des devoirs, c'est d'aider l'élève à apprendre à faire ses devoirs, à étudier à la maison. Le but, c'est pas d'apprendre des choses, c'est de prendre cette habitude de travailler. Et ça, je peux le dire, si vous êtes parent, si vous êtes prof, etc. Si les élèves arrivent en début de seconde avec des habitudes de travail efficaces, ils savent comment travailler, ils savent comment étudier, ils savent comment retenir leurs cours, c'est game changer pour ce qui se passe au lycée. Donc, c'est hyper important. Pour moi, c'est un des buts essentiels du collège, c'est d'apprendre aux élèves à étudier, quelles que soient leurs difficultés, quel que soit ce qui se passe à la maison, etc., etc. Et donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on met en place un protocole qui permet aux élèves d'apprendre à étudier. Déjà, la première chose, c'est le but des devoirs. C'est, par exemple, si je donne des devoirs en anglais, c'est pas pour faire progresser les élèves en anglais, c'est pour leur apprendre
à étudier, à faire leurs devoirs pour que du coup, au lycée, ils aient ces habitudes-là. Déjà, c'est le premier changement à faire. Et on voit déjà que ça change énormément la relation qu'on a avec les parents. Parce que si le but, c'est d'apprendre, plutôt que de supposer que les élèves savent faire leurs devoirs et de leur donner des devoirs pour apprendre, ce qui n'est pas possible, ce qui est complètement contre-productif et manifestement pas en accord avec ce que le cerveau d'un adolescent au collège est capable de faire. Mais si au contraire, on se dit, je vais apprendre, le but des devoirs, c'est d'aider les élèves à apprendre à faire leurs devoirs. Faire ses devoirs, c'est quelque chose qui s'apprend. Et comme c'est quelque chose qui a lieu à la maison, eh bien forcément, c'est quelque chose sur lequel je vais devoir m'appuyer sur les parents. C'est quelque chose que je vais devoir faire en relation avec les parents. Et ça change complètement le rapport aux parents parce que les parents deviennent des partenaires. Les parents et les profs, on est ensemble pour voir comment aider les élèves à étudier à la maison, comment les élèves à faire leurs devoirs. Et si les élèves ne font pas leurs devoirs, ne pas être dans le jugement auprès des parents et dire « Ah, c'est votre faute s'ils font pas les devoirs » et les parents qui sont dans le jugement des profs « Ah, mais c'est parce que vous donnez trop de devoirs ». Mais ensemble, voir qu'est-ce qui se passe pour l'élève et qu'est-ce que nous, enseignants et eux, parents, ils peuvent mettre en place pour aider l'élève à faire ses devoirs. À quelles conditions ce changement de paradigme il peut être fait? C'est ça qui était intéressant, parce qu'avec l'équipe, on est vraiment allé jusqu'à ces côtés vraiment très concrets, en fait, sur ce qui se passe. Si on veut que les devoirs soient un temps d'apprentissage, du travail à la maison, du travail personnel pour les élèves, la première chose, c'est vraiment de limiter le temps de travail. D'accord? C'est difficile de faire des devoirs. Les devoirs servent à mettre en mémoire à long terme, à mémoriser, à faire des choses, à bachoter, etc. Donc ça, c'est hyper important à comprendre. Les devoirs ne servent pas à explorer de nouvelles choses, mais les devoirs servent à rabâcher, refaire encore et encore des choses qu'on a vues à l'école, mais sur lesquelles on a besoin de s'entraîner. Donc, par définition, c'est chiant, c'est rébarbatif. Et l'idée, c'est pas d'essayer d'enrubaner tout ça en mode brocoli au chocolat. C'est du brocoli. Il va falloir apprendre à manger ces brocolis. Parce que dans la vie, si on veut être en bonne santé, il faut manger des brocolis. Et ben, si on veut être en bonne santé, il faut apprendre à faire des choses qui sont rébarbatives. La première chose pour aider les élèves à faire des choses rébarbatives, c'est déjà de le limiter dans le temps. D'accord? C'est hyper important que au moment où les enfants commencent leurs devoirs et savent déjà à l'avance quand est-ce que ça va finir. Il faut arrêter avec ces devoirs qui traînent en longueur pour tout le monde, pour les adultes, pour les élèves. Ça ne sert à rien. Et en plus, ça marche avec ce qu'on sait sur les neurosciences cognitives parce que si le but des devoirs, c'est de faire apprendre les élèves, ce qui compte, c'est pas ce qu'ils font, mais ce à quoi ils pensent. Donc, le but des devoirs, c'est qu'ils pensent à ce qu'ils ont fait à l'école pendant un certain laps de temps. Donc la durée que moi je recommande, qui est assez empirique, donc ne me demandez pas d'où ça vient dans les textes, c'est complètement empirique, ça vient du terrain, ça vient de mes enfants, ça vient de mes élèves, ça vient de ce que je vois qui est possible pour un élève. C'est en 6e, un quart d'heure de devoir 5 fois par semaine, en 5e, 20 minutes de devoir 5 fois par semaine, en 4e, 25 minutes 5 fois par semaine, et en 3e, une demi-heure 5 fois par semaine. Ça, c'est le temps de devoir total, toute matière confondue. Et ça, c'est hyper important, d'accord? Il faut arrêter de faire comme si chaque devoir donnait des devoirs parce que c'est important qu'il sache faire ça dans ma matière. Le cerveau de l'élève a une certaine capacité de concentration et de mémorisation qui est limitée, d'accord? C'est le cerveau de l'élève qui est limitant et pas ce que le prof ou le programme voudrait qu'on mette dedans. Donc, on part de ce que le cerveau est réellement capable de faire. Donc, on dit un quart d'heure, 5 fois par semaine. Comment est-ce que l'élève va pouvoir organiser son temps de travail. Et donc, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai... Avec l'équipe, on a proposé avec cette équipe du collège, c'est de dire, ils prennent 5 minutes en début de devoir, entre 5 et 10 minutes, suivant qu'ils sont en 5e ou en 3e, pour déjà faire un QCM. Un QCM où les questions changent tous les jours et où il y a des questions de toutes les matières. Ça, c'est hyper facile à faire techniquement. Chaque prof alimente une grande banque de questions avec les questions qu'il voudrait qui tombent. Et après, le logiciel prend les questions dans les différentes matières. Et tous les jours, l'élève doit faire un QCM en temps limité, donc 5 minutes maximum, où il répond aux questions de toutes les matières confondues. Donc, il peut réviser, mettre en mémoire sémantique, là, parce qu'on est vraiment sur l'apprentissage des savoirs, tous les savoirs de toutes les matières, de toutes les matières qu'il voit dans la semaine et faire de la mémorisation, espacer, diversifier. Et donc, ça aide vraiment la mémorisation et la mise en place, et la mise en mémoire à long terme des savoirs.
hyper facile à faire. Et en plus, l'avantage, ça peut être un QCM, ça peut être des flashcards. Ça va dépendre du logiciel et de ce que techniquement on peut mettre en place dans l'établissement. Ce qui est important, c'est que l'adulte, donc le parent, aide l'enfant à se rappeler qu'il faut le faire, à le ritualiser, à dire à quel moment on le fait, etc. Et idéalement, à vérifier que l'élève a bien compris que c'est pour apprendre qu'il fait ça et que donc il n'a aucun intérêt à utiliser l'IA. Attention, pour bien aider l'élève à ne pas utiliser l'IA, ce qu'on va évaluer, c'est pas si l'élève réussit les QCM, mais si l'élève fait les QCM. Une fois que tous les élèves de tout l'établissement ont pris cette habitude de faire les QCM, alors on va pouvoir réfléchir à ce qu'on fait pour qu'ils les réussissent, mais c'est vraiment dans un deuxième temps. La première chose, c'est ce qu'on veut, c'est qu'ils les fassent. Idéalement, si vous pouvez vous appuyer sur les familles, avec les parents qui donnent leur téléphone, sont à côté et ils vérifient que l'enfant ne triche pas et pourquoi pas qu'ils parlent avec l'enfant de ce qu'ils ont fait à l'école. Ça, c'est 5 minutes. Sur le reste du temps, on va travailler les savoir-faire. Et les savoir-faire à l'école, c'est ce qu'on fait avec le stylo. Donc, pour travailler un savoir-faire en devoir, il faut que les élèves écrivent. Donc, ça va être des devoirs écrits qui durent entre 10 minutes en 6e à 20 minutes en 3e. L'idée, là, c'est encore une fois hyper important. C'est important que quand on donne des devoirs aux élèves, on s'assure que ces devoirs ne peuvent pas être ratés. D'accord? C'est ça qui crée beaucoup de problèmes d'inégalité sociale, le fait qu'il y ait quelqu'un à la maison ou pas, ça change, beaucoup de problèmes avec les parents, etc. Non, l'idée, c'est que les devoirs sont des choses qu'on ne peut pas rater. Donc, un QCM, si le but, c'est de faire le QCM, ça ne peut pas être raté. Ça peut être fait ou non fait, ça ne peut pas être raté. On va faire la même chose sur les devoirs écrits qui permettent de travailler les savoir-faire. L'idée, c'est que on fait l'apprentissage savoir-faire, c'est 3 étapes, modelage, pratique guidée, pratique délibérée, et qu'on va faire la pratique délibérée à la maison. Donc, l'enseignant fait un exercice qui dure entre 10 et 20 minutes au tableau, il donne la correction, enfin, il explique comment il fait, il donne la correction. Ensuite, éventuellement, les élèves s'entraînent soit sur cet exercice ou des exercices similaires en classe, pareil, avec de l'aide, la correction, etc. Et ensuite, les enseignants mettent sur l'espace des devoirs des élèves ces exercices-là. Et ensuite, l'élève, ils mettent à la fois les exercices et la correction. Donc, ce ne sont que des exercices qui ont été faits en classe avec la correction. Donc, ce ne sont que des exercices que les élèves sont censés savoir faire. Et le but des devoirs, ça va être d'ancrer, de faire du surapprentissage, de dire, OK, tu sais le faire, ben maintenant, apprends-le. Ce que je dis, de mettre en place ces automatismes, d'ancrer ces automatismes. Ce que je dis à mes élèves, c'est que là, pour l'instant, vous êtes capable de le faire avec votre cerveau. Je veux que vous soyez capable de le faire avec votre stylo. C'est plus dans la tête, c'est dans le stylo. On a tout mis dans le stylo. On a fait la réduction cognitive pour ceux qui me suivent. Et du coup, l'automatisme est présent. Et donc, les parents donnent un exercice. On donne aux parents une bande d'exercices. Ils choisissent un exercice. Ils peuvent demander à l'élève de choisir l'exercice. Et l'élève s'entraîne sur cet exercice et ensuite le parent ou l'élève vérifie avec la correction si c'était bon ou si c'était pas bon. Si on voit que l'élève n'y arrive pas, eh bien on va demander aux parents d'expliquer, de dire à l'élève pourquoi tu n'y arrives pas, c'est quoi ton problème et d'écrire à l'enseignant, il n'a pas arrivé à le faire parce qu'il y avait ça. Mais on va pas demander aux parents d'expliquer comment faire, puisque c'est notre boulot d'enseignant, mais on va demander aux parents de nous aider à voir ce qui bloque les élèves. Parce que du coup, eux, ils sont spécialistes de leurs enfants. Encore une fois, dans la relation parent-prof, le prof est spécialiste de sa matière et de ce qui se passe dans sa classe. Le parent est spécialiste de son enfant et c'est en mettant ensemble nos deux expertises qu'on va pouvoir vraiment aider les élèves à progresser. Donc, on fait cette banque d'exercices. Si vous voulez aller jusqu'au bout, vous pouvez. C'est une proposition, on peut même donner ces exercices-là après en contrôle. C'est le principe des interrubriques. Mais ce qui est important, c'est que la pratique délibérée, ce qui permet le surapprentissage, qui permet que les choses soient en mémoire à long terme, ça veut dire que les élèves vont se rappeler des choses en fin d'année qu'on a vues en début d'année, soit fait à la maison, en collaboration avec les adultes. Ce sont des exercices, ce sont des devoirs que les élèves ne peuvent pas rater. Et on insiste bien auprès des parents, on met un minuteur, on lance, et quand le minuteur sonne, on enlève le stylo à l'élève, il n'a plus le droit de composer. On peut corriger rapidement, voir si c'est bon. Mais en tout cas, l'élève n'a pas le droit de dépasser son temps de devoir, ce qui apaise aussi énormément les choses à la maison. Tout ça, c'est des choses qui sont finalement assez simples à mettre en place au collège et qui permettent vraiment aux élèves de prendre l'habitude de travail et qui, nous c'était le but dans cet établissement où j'ai suivi,
que j'ai accompagné plutôt, c'est vraiment dans cette idée de changer le rapport entre les profs et les parents en se mettant ensemble autour d'un outil commun qui est les devoirs, où on sort de ce côté comment dire, de qui gagne, qui perd. Justement, les devoirs, c'est quelque chose qui est donné par le prof et le parent doit obéir, si vous voulez, être en dessous et faire ses devoirs aux élèves. Mais au contraire, on va être dans une coopération. Certes, les devoirs, c'est des choses que le prof donne, mais ensuite, aux parents de le mettre en place à la maison, en choisissant la matière, par exemple, puisque, encore une fois, il n'y a pas de devoir de telle matière à faire en fonction de tel prof, c'est le parent avec l'élève qui va choisir la matière qu'il a besoin de travailler suivant le moment de la semaine. Et aussi, le parent va être, si vous voulez, impliqué dans la démarche, puisqu'il va dire pourquoi l'élève n'y arrive pas, etc. Ou en tout cas, juste dire, il n'y arrive pas. Si jamais il n'est pas capable de dire plus, c'est pas grave, le prof va pouvoir prendre le relais. Alors, je sais déjà ce que vous allez me dire, d'accord? Vous allez pouvoir me mettre en commentaire. Ça me va. Vous pouvez m'envoyer un mail si vous voulez qu'on en parle lors des lives YouTube. Je vous rappelle qu'il y a un live YouTube tous les mardis à 13h. Mais, oui, ça demande de faire confiance aux parents et c'est plutôt une bonne chose que de faire confiance aux parents. D'accord? Et encore une fois, le but, c'est d'apprendre aux élèves à faire leurs devoirs. Plutôt à étudier. Et on va aller chercher ce qu'on appelle le surapprentissage, qui va être d'ancrer les choses en mémoire à long terme. Donc, c'est vraiment ce qu'on va chercher avec cette façon de faire les devoirs. Et s'il y en a qui se disent, oui, mais si on fait ça, les élèves vont apprendre les choses par cœur. Oui, au début. Et ce n'est pas grave. On est d'accord que le par cœur n'est pas forcément quelque chose à viser sur le long terme, mais si déjà quand les élèves commencent à prendre cette habitude d'étudier, la seule chose qu'ils font c'est apprendre par cœur, c'est une première étape. Et si on voit qu'une fois qu'ils ont appris à travailler, etc., en fait ils continuent à apprendre par cœur, on va pouvoir mettre en place ce qu'il faut pour éviter qu'ils apprennent par cœur. Mais l'apprentissage par cœur n'est pas un problème, d'accord? C'est une étape qui permet à la fin de comprendre, d'accord? Tout ce qui va être capacité cognitive élevée, analyser, comprendre, créer, etc., ça demande d'avoir des choses en mémoire. Tant qu'on n'a rien en mémoire, on ne peut pas faire ça. Certains élèves n'ont pas suffisamment de choses en mémoire pour pouvoir comprendre. Et la première étape, c'est de leur mettre des choses en mémoire, d'accord? Donc, si on voit le but d'éviter de demander des choses à apprendre par cœur aux élèves, c'est une impasse parce qu'en fait, pour pouvoir raisonner, on doit d'abord apprendre par cœur. Par contre, effectivement, l'apprentissage par cœur n'est pas la fin du voyage, mais ça peut être la première étape. Encore une fois, logique itérative, ce qu'on veut, c'est lancer les élèves dans le fait d'étudier, le fait d'apprendre. S'ils commencent par apprendre par cœur, c'est déjà un bon pas. Et si jamais vous voyez que ça y est, tous vos élèves de tout votre établissement travaillent bien, mais qu'en fait, il y a trop d'apprentissage par cœur, il est temps de changer les choses. Mais tant qu'on n'est pas à cette étape-là, on ne change pas les choses. Et si jamais vous êtes déjà à cette étape-là, envoyez-moi un message que je puisse vous dire un petit peu ce qui se passe à l'étape d'après. Mais pour l'instant, j'ai rencontré peu d'établissements qui étaient déjà là. Donc, au lieu d'avoir peur que les élèves apprennent par cœur, n'ayons pas peur de mettre les élèves au travail, de leur montrer que d'étudier, c'est important, de leur donner cette habitude d'étude qui va beaucoup, beaucoup leur servir tout au long de leur vie. Voilà pour les devoirs. Je pense que c'est quelque chose qui vraiment est important à mettre en place à l'échelle d'un établissement. Parce que c'est là vraiment on va pouvoir changer vraiment les choses et du coup changer vraiment la vie scolaire la vie scolaire en mode leur périple de vie scolaire pour nos élèves. Voilà, si jamais ça vous inspire, ce que je vous ai dit, si vous dites on pourrait faire ça au collège, n'hésitez pas à le partager à un collègue ou à une direction qui aurait une oreille attentive. Et si jamais vous avez juste envie que ce message soit entendu plus, vous savez ce qu'il vous reste à faire. 5 étoiles, un commentaire là où vous écoutez ce podcast, ça nous aide vraiment, vraiment à continuer à faire porter ce message que oui, on peut être heureux dans l'enseignement et on peut changer les choses réellement à l'échelle d'une classe ou à l'échelle d'un établissement comme on est en train de le voir cet été.